Bienvenue. Cette semaine, nous recevons M. Girardus Gilène. Il est l'ambassadeur sortant de l'Union européenne en Guinée. M. Girardus, vous êtes en Guinée depuis 4 années. Vous quittez la Guinée pour entrer à l'Union européenne, au siège de l'Union européenne. Mais d'ici là, toute la classe politique guinéenne est presque unanime sur ce que vous avez aidé à mettre en place, le dialogue social, le dialogue politique, la démocratie. Est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'avoir accompli une bonne mission? Bien, quand je regarde les retours que j'ai eus ces derniers jours, ces dernières semaines, ça me réconforte beaucoup. Donc l'objectif était bien là. Quand on vient en Guinée, comme ambassadeur de l'Union européenne, on a 2 objectifs en gros. C'est d'améliorer les relations entre la Guinée et l'Union européenne, et 2, accompagner la Guinée dans son développement, qui est clairement dans l'intérêt partagé entre l'Union européenne et la Guinée. Quand on regarde le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, c'est clairement dans l'intérêt des 2 continents que l'Afrique émerge et devienne un partenaire d'égal à égal avec l'Europe. Nous avons tous à y gagner. Donc je pense sur ces 2 objectifs, je pense qu'on peut dire qu'on a bien avancé. Donc j'ai ce sentiment, oui, et les retours que je reçois me réconfortent dans ce sentiment. Quand on retourne 4 ans en arrière, je suis arrivé ici en septembre 2014, la Guinée était dans une situation extrêmement difficile avec l'épidémie à virus d'Ebola et devait gérer en même temps une élection présidentielle qui venait peu après, en octobre 2015. C'était une situation très très difficile. On a pu gérer cette situation tous ensemble, entre partenaires nationaux et internationaux, pour arriver à bout de cette épidémie, en tirer les leçons pour le renforcement du système de santé, mettre en place des mécanismes pour que le pays et ses pays voisins soient mieux préparés pour détecter des épidémies et répondre aux épidémies. Donc, on a tiré beaucoup de leçons, je peux dire, de cette période. Je pense aussi sur la communication, comme c'est votre métier aussi. Dans une telle situation, on ne peut pas se contenter d'une action de sensibilisation. On va expliquer aux gens, il y a ceci, et il faut faire cela. La communication doit aller dans les 2 sens pour qu'on ait un vrai échange entre, disons, les techniciens de la santé, par exemple, les autorités et les populations concernées, un échange dans les 2 sens pour qu'on se comprenne bien et pour qu'on voit ensemble comment on peut gérer un tel problème ensemble. Je pense que c'est une leçon très très importante pour la communication, si un problème semblable se produit dans l'avenir. Et ça, c'est au côté santé. Est-ce que quand, à l'époque, le président, quand M. Alpha Condé avait dit qu'on pouvait faire de Ebola une opportunité, comment vous avez compris cela, cette phrase? Bon, il y a une expression très simple, à quelque chose malheur est bon, ou je peux le dire autrement, comme le disait Johan Cruyff, un footballeur très connu des Pays-Bas, chaque inconvénient a son avantage. C'est clair que par cette épidémie, la Guinée a attiré beaucoup d'attention avec les 2 autres pays les plus touchés. Il y a eu un effort de solidarité internationale pour venir en aide à ces 3 pays. Cet effort a été continué après pour la relance post-Ebola. Donc ça a permis quand même effectivement, comme je disais, de tirer des leçons, que ce soit sur la gestion des épidémies, sur le système de santé, mais aussi sur un plan plus large, sur les phénomènes de la société, les problèmes économiques, la nécessité d'aboutir à une nouvelle stratégie nationale qui est le plan national de développement économique et social comme base pour toutes les interventions, pour fédérer les interventions, que ce soit des partenaires nationaux, encore une fois les partenaires internationaux. Donc avoir un instrument pour fédérer tout cela autour du PNDRS. D'accord. Et vous êtes là depuis 4 ans. Est-ce que, et si on vous demandait de faire le bilan même, surtout économique, du président Condé depuis 4 ans, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont bougé en Guinée? Bon, je pense que dans ce cas, il est même bon de commencer en 2010.
Donc, il y a certaines mesures qui ont pu être prises pendant les premières années, comme la réforme du secteur de sécurité et un peu mise en ordre du cadre macroéconomique avec l'initiative de réduction de la dette guinéenne au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. C'était un peu au moment où, déjà en 2013, il y a eu des rencontres sur investir en Guinée, et c'est à ce moment qu'est intervenue l'épidémie qui a mis un peu en veilleuse beaucoup d'efforts qui auraient pu être entrepris s'il n'y avait pas eu l'épidémie. C'est un peu revenu après. Vous avez pu voir l'engouement qu'il y a eu à Paris en novembre 2017 en réaction au PNDES en Guinée et les opportunités d'investissement qui existent en Guinée avec des promesses de financement de l'ordre de 21 milliards de dollars venant de tous bords. Oui, mais ça, c'était sur le papier. J'en viens. Donc, parce que vous avez posé la question, mais est-ce que l'épidémie a amené peut-être des avantages? En tout cas, l'épidémie a attiré l'attention sur la Guinée et sur le besoin de l'aider à faire son relèvement post-Ebola, d'investir dans son avenir. Et cet engouement, il y a eu à Paris en novembre 2017. Ce qui montre qu'il y a un intérêt pour la Guinée, ça en soi, c'est un pas en avant. Oui, bien sûr, les choses doivent se concrétiser. On voit quand même que depuis 2016, il y a une reprise de la croissance économique, fort tirée par des investissements indirects étrangers, mais qui ne se traduisent pas encore, en tout cas pas suffisamment, dans un changement dans la vie quotidienne des Guinéennes et des Guinéens. Parce que je pense que il faut du temps. Quand on parle de croissance tirée par l'investissement, oui, il y a de l'emploi qui se crée avec ça, mais ça va peut-être se compter en milliers ou dizaines de milliers d'emplois. Ça ne suffit pas. Pour avoir vraiment des retombées plus importantes, il faut garder un rythme de croissance soutenu pour pouvoir capter suffisamment de ressources pour faire d'autres activités. Donc les investissements dans l'infrastructure, je pense que c'est une politique de la Guinée d'essayer d'utiliser les revenus qu'elle peut tirer du secteur minier pour investir aussi ailleurs. Aussi très important de penser au secteur agricole où on peut aboutir plus vite à la création d'emplois. Donc il y a ces différents liens avec le contenu local dans les différents investissements miniers. Donc on est un peu dans cette phase, aussi une phase où la Guinée n'a pas fini son programme de réforme, parce que les réformes sont essentielles. Vous connaissez bien la situation, vous connaissez la faiblesse de l'administration nationale, vous connaissez les problèmes de gestion qu'il peut encore y avoir. Tout ça, c'est un changement de système dont la Guinée a besoin, avoir une administration de développement, avoir une meilleure gestion, une meilleure gouvernance de la chose publique, pour aussi pouvoir mieux gérer le potentiel énorme dont dispose la Guinée, que ce soit de ressources minières, d'autres ressources naturelles. Comme vous le disiez, Ebola, c'était quand même pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et avec ses conséquences, il y a certains partisans du président Condé qui pensent qu'il n'a pas donc eu suffisamment de temps pour finir tous ses projets et tout. Et donc, il lui faut une rallonge à défaut de changer la Constitution pour un autre mandat. Est-ce que c'est votre avis aussi? Bien, sur ce genre de questions, ma réponse est toujours un peu la même. Je ne suis pas un acteur guinéen, je suis là pour la relation entre l'Union européenne et la Guinée. Moi, je m'en tiens au cadre constitutionnel et légal de la Guinée. C'est ça ma base. Donc, si c'est prévu dans un tel cadre, ça doit pouvoir se faire. Si ce n'est pas prévu, ça ne peut pas se faire sans changement du cadre légal. Ça, c'est ma base. Dans n'importe quel pays, on peut avoir des difficultés qui font qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Ça peut arriver. Mais si le cadre légal ne prévoit pas cela comme élément justifiant
Rallonge ou la révision de la Constitution. Le montage, bon, d'accord. Là, ce n'est pas prévu. D'accord. Et vous avez aussi mis en place le fonds fiduciaire. C'était pour aider un peu les jeunes à rester sur place. C'était dans le cadre de la lutte contre l'immigration. Mais vous partez, ce n'est pas fini. Vous n'avez pas tout, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du processus. Bon, pour être précis, la Guinée est devenue éligible au fonds fiduciaire pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Le titre est encore un peu plus long. Donc la Guinée est devenue éligible. Une première action très concrète qui est en cours depuis un certain temps, c'est le partenariat entre la Guinée, l'OIM et l'Union européenne pour le retour des migrants, essentiellement les migrants qui étaient en Afrique du Nord et dans les pays sahéliens et qui ont souhaité rentrer en Guinée, qui étaient dans des conditions difficiles que vous connaissez. Donc ça a été un premier volet. Il y a déjà plus de 9000 Guinéennes et Guinéens qui ont pu rentrer en Guinée grâce à ce programme et trouver un premier petit accompagnement pour leur réintégration dans la société guinéenne. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, c'est le programme Integra, donc un programme de 65 millions d'euros qui a été approuvé fin 2017 par la gouvernance du Fonds fiduciaire d'urgence et sur lequel nous avons continué à travailler. Entre-temps, donc je peux vous dire, avant mon départ maintenant, j'ai signé 2 des 3 conventions pour la mise en œuvre de Integra, puisque nous avons travaillé depuis qu'on a su que la Guinée était éligible, donc depuis 1 an en gros, nous avons travaillé avec différents ministères en charge de ces questions de l'emploi, notamment la jeunesse, le commerce pour les chaînes de valeur, la formation professionnelle et technique, l'enseignement technique. Donc nous avons travaillé avec ces 3 ministères, des agences comme Enabel, la coopération technique belge, le Centre de commerce international et la coopération technique allemande, la GIZ, comme partenaires techniques à qui nous pouvons déléguer des fonds pour la mise en œuvre des actions, toujours en bonne concertation avec les différents ministères. Donc 2 volets sur 3 sont signés maintenant. Le 3e volet, c'est quoi? Et le Centre de commerce international. Et le 3e volet? Il reste à terminer le volet avec la coopération technique allemande qui est plus sur la formation, les compléments de formation dont des jeunes Pourquoi il n'a pas été signé ce volet? Parce qu'ils ont eu besoin d'un peu plus de temps pour la formulation de l'action. On n'est pas des magiciens. Hein. On a quand même monté plusieurs programmes de qualité en très peu de temps. Mais on n'est pas de magiciens pour dire, bon voilà, il y a 65 millions et on peut démarrer demain. On doit analyser ce qu'on va faire avec, quelle est la meilleure façon de le faire, assurer des complémentarités, éviter des doublons, tenir compte de tout ce qui... Et les premières actions, on peut s'attendre à elles avant la fin de l'année, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc moi, je pense qu'on pourra sûrement lancer peut-être plus solennellement ces actions avec l'arrivée de mon successeur en septembre. Ce sera une bonne occasion. Mais il y a des choses qui ont été largement anticipées. Et l'action dont je vous ai parlé avec Enabel, donc c'est avec beaucoup d'accent sur des travaux, tentant de main-d'œuvre, des chantiers écoles, etc. Elle est aussi complémentaire à un autre financement pour lequel on utilise aussi Enabel comme partenaire technique pour la mise en œuvre. C'est dans le cadre du programme Sanita pour l'assainissement, donc la gestion des ordures et des questions d'urbanisme. Donc les 2 actions sont parfaitement complémentaires et l'action avec Enabel sur Sanita a effectivement démarré, qui a d'ailleurs contribué aux premières mesures d'urgence par le curage des caniveaux dans un certain nombre de quartiers en début de saison des pluies pour limiter autant que possible les risques d'inondation et faciliter le drainage. C'était un premier volet de mesures d'urgence. En même temps, je dis,
on doit sortir en ce qui concerne l'assainissement liquide et solide, donc la gestion des ordures et la gestion des eaux sales. On doit sortir de ce mécanisme de mesure d'urgence. On a besoin d'avoir une approche bien structurée, basée sur des choix stratégiques. Et nous avons, ces dernières années, justement, essayé d'aider la Guinée avec l'étude de Grand Conakry, Vision 2040, hein, entre autres, à apporter de l'expertise avec des experts, apporter de l'expertise, faire une analyse globale de la ville, l'évolution qu'elle pourrait avoir dans l'avenir et qu'est-ce que ça signifie pour certaines thématiques comme l'environnement, l'assainissement, la mobilité, l'habitat, etc. Hein, pour à partir de là construire réellement un plan directeur pour Conakry, hein, pour sortir de la situation dans laquelle on est actuellement, avec une ville qui a grandi spontanément, mais sans véritable planification, avec tous les problèmes qu'on connaît. Et donc sortir des mesures d'urgence, aller vers une approche bien programmée pour le futur de la ville de Conakry et d'autres villes à l'intérieur de la Guinée. D'accord. À l'entame de cette émission, on disait que tous les politiciens, ou presque, disent que vous avez aidé à la mise en place du cadre du dialogue entre les politiciens. Ils discutent beaucoup. Cependant, on leur fait aussi assez de reproches, surtout à ces dialogues. On dit que cela se fait au détriment de la loi. On entorse la loi quand on est dans le cadre du dialogue parce qu'après, ce sont les conclusions de ces dialogues qui ne sont forcément pas en harmonie avec la loi que l'on impose. Bon, de notre côté, Union européenne et d'autres partenaires internationaux qui essayent d'accompagner la Guinée. Donc on a 5 partenaires, hein, Union européenne, Nations unies, CEDEAO, France et États-Unis, à participer à ces différentes rencontres comme observateurs, attentifs et, quand c'est nécessaire, actifs, hein, surtout attentifs, toujours dans l'esprit d'encourager les acteurs guinéens à trouver des solutions aux problèmes guinéens. On est dans ce contexte. Maintenant, quand il y a une discussion dans un dialogue politique, quand les partis politiques négocient des consensus ou des compromis, ça peut avoir des implications légales, effectivement, et qui peuvent amener à une proposition de loi au Parlement, comme on l'a vu pour la révision du code électoral, pour permettre d'aller aux élections locales, comme on l'a vu avec la loi sur la CENI. Donc, un dialogue politique ne peut pas en soi prendre des décisions, hein, qui sont contraires à la loi. Oui, cependant, mercredi dernier, le parti au pouvoir, le principal parti de l'opposition, aidé par le gouvernement, et au nom justement de ce dialogue, ils ont décidé pratiquement de nommer à la tête de certaines communes des personnes parce qu'ils ont décidé à ce que la commune de Dubreka revienne au parti au pouvoir, la commune de Kindia revienne au principal parti de l'opposition, aussi à certaines autres petites communes, des communes rurales qui reviennent aussi à l'opposition. C'est contre la loi. Justement, c'est contre la loi qui a été faite à l'Assemblée dont vous parliez, la loi sur le code électoral. Ça dépend de comment se passe un tel processus. Dans n'importe quel pays, après une élection, on est souvent obligé de former des coalitions pour pouvoir gouverner. Je viens des Pays-Bas. En général, de ma mémoire, on n'a jamais eu un gouvernement où il y avait un seul parti qui pouvait gouverner tout seul. Donc ça a toujours été 2, 3 ou 4 partis, hein, avec un parlement de 150 sièges. Donc il y a une obligation dans le système électoral qui est le nôtre aux Pays-Bas de former une coalition pour former un gouvernement. Ça peut prendre du temps, hein, mais ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal si les partis politiques se mettent ensemble. La différence ici, ce n'est pas une coalition. Mais je vais venir. Ce n'est pas illégal de dire, OK, on forme une coalition, et c'est avec cette coalition
qu'on va soutenir le gouvernement qui va être choisi par notre coalition. Ce n'est pas illégal. Vous pouvez même avoir un gouvernement minoritaire donc, qui va être au gouvernement sans avoir une majorité de sièges au Parlement, mais qui est peut-être toléré par l'un ou l'autre parti. On a eu cette situation aussi, qui reçoit un soutien de notre parti, mais qui ne participe pas au gouvernement, parce qu'il n'est peut-être pas totalement d'accord sur le programme de gouvernement. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Maintenant, j'ai dit tout ça pour venir au cas de la Guinée. Les partis politiques peuvent négocier pour dire, écoute, ok, je comprends, bon, dans telle commune, je ne vais pas présenter un candidat pour la mairie. Et toi, dans l'autre commune, toi, tu ne présentes pas un candidat à l'autre commune. D'accord? Ce n'est pas illégal. Ça, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Ça, c'est pas illégal. Et mais si vous... les négociations qu'il y a eu, à ma connaissance, sont largement basées sur un tel principe. N'oubliez pas que ce n'est pas les partis politiques qui peuvent décider qui sera le maire d'une commune. Vous savez qui va décider ça? Ça, c'est au regard de la loi. Au regard de la loi. Au regard de la loi. Mais ici, ce n'est pas ce qui se passe. Les conseillers, normalement, c'est les conseillers qui doivent décider, qui doivent être à la tête de la mairie. Mais si vous avez déjà, vous pouvez faire justement cette coalition au niveau des conseillers et que vos conseillers, un peu, vous leur dites de voter pour l'autre parti, et ça peut marcher. Ça, ce n'est pas faire entorse à la loi. Mais si vous imposez quelqu'un à la tête de la commune, ça, c'est au-delà de ce que dit la loi. Mais quel mécanisme a un parti politique pour imposer quelqu'un à la tête d'une commune? C'est ce qui s'est... Le mécanisme... Non. C'est-à-dire, les partis politiques peuvent faire une négociation pour dire, écoutez, je suis plus intéressé par telle commune que par telle commune. Ici, je ne vais pas présenter un candidat à la mairie. La preuve le parti peut le faire. Maintenant, les véritables décisions seront prises quand et comment? Après la mise en place des conseillers communaux, sur la base des résultats des élections, on sait combien de sièges aura chaque parti ou chaque liste. Ces personnes doivent être mise en place et constituer le conseil communal. Et c'est le conseil communal qui va choisir son exécutif. C'est ce qui devrait être. Ça dépend du... Non, c'est pas ce que vous dites, c'est ce qui devrait être. La preuve que c'est pas ce que l'on va faire, c'est que dans le communiqué, il est dit que la commune de Breka revient au RPG, la commune de Kindia revient à l'UFDG, et que pour les quatre autres communes de Conakry, moins la commune de Kaloum, il faut des élections. C'est ce qui se fait, c'est ce qui doit être fait. Vous comprenez? Vous avez vu donc qu'il y a une différence. Non, dans tous les cas, dans toutes les communes, il faut une élection. Ce sont les conseillers qui vont élire l'exécutif de la commune. Qu'il y a eu une négociation préalable ou pas entre partis politiques et listes, dans chaque commune, il faut une élection pour élire l'exécutif. D'accord. Donc, de la même manière que l'exemple que je vous ai donné sur les Pays-Bas, avant de former un gouvernement, il y a des partis qui négocient et ensemble, ils ont suffisamment de sièges pour pouvoir former un gouvernement et être défendus au Parlement. C'est une négociation. Mais s'il y a un vote de confiance, c'est le Parlement qui va voter pour ce gouvernement. C'est ce même Parlement qui peut faire un vote de confiance contre un gouvernement si jamais il y a un parti politique qui sort de la coalition, etc. Donc le principe est là. Le principe est là. Élection, mise en place des conseils communaux, élection de l'exécutif par les conseillers communaux. Est-ce qu'en queue de mots, vous pensez que la démocratie guinéenne se porte bien? La Guinée a une démocratie très jeune. Moi, je considère que son véritable expérience démocratique démarre en 2010. Parce qu'il y a eu des tentatives avant, mais je considère que la véritable tentative de mettre en place une démocratie, c'est à partir de 2010. Il y a eu certains progrès, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire.
C'est évident. Et ce n'est pas seulement sur les élections, c'est un ensemble. La démocratie ne se limite pas à une élection, c'est un processus constant. Il y a des moments d'élection, des négociations pour mettre en place un exécutif, une exécution, le contrôle parlementaire, les débats d'orientation du budget comme on a maintenant. Tout ça, ça fait partie. Est-ce que vous comprenez l'opposition guinéenne qui est souvent dans la rue? Bien. L'opposition guinéenne, comme d'autres acteurs, je pense, a souvent exprimé une préférence claire pour le dialogue politique. De notre côté aussi, on essaye toujours d'encourager les acteurs, que ce soit dans un tel processus ou dans d'autres, de favoriser le dialogue politique. La question, c'est est-ce qu'on avance suffisamment dans un dialogue politique? Dans ce cas, tout va bien. Est-ce que quelqu'un a le sentiment qu'on n'avance pas assez? Peut-être c'est ça qui amène des partis à des manifestations. Et c'est un instrument, quelque part, de la démocratie. Ça existe chez moi aussi, aux Pays-Bas. Ça peut être encadré, ça peut être plus ou moins restrictif ou ouvert, etc., selon la loi du pays, mais ça fait partie. L'expression d'opinion par la presse ou par une manifestation pacifique. Alors, vous pensez aussi qu'il faut faire des efforts au niveau de la transparence, au niveau de la gestion publique, au niveau de la gestion des mines, etc. Je suis 100% d'accord avec vous. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance d'améliorer la gouvernance de la Guinée pour mieux gérer le risque potentiel en ressources naturelles et autres dont elle dispose. L'initiative en faveur de la transparence dans l'industrie extractive en est un exemple. La Guinée a fait des progrès dans ce domaine. D'autres progrès, c'est par exemple sur la transparence du budget, sur lequel nous avons aussi beaucoup insisté dans notre coopération avec la Guinée. Maintenant, vous avez un budget qui est consultable sur Internet. Vous pouvez l'analyser, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On commence à avoir un mécanisme de rapport d'exécution du budget. Vous avez des débats dans le Parlement qui sont transmis en direct par la radio parlementaire. Donc tout ça, ça contribue à la transparence. Pour les élections aussi, et c'est un message vraiment pour l'avenir, j'ai toujours dit depuis que je suis arrivé en Guinée, il faut que chaque élection soit meilleure que son prédécesseur, hein, qu'on voit une amélioration progressive, parce que je comprends qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en une fois. Chaque élection doit être meilleure que la précédente. Maintenant, pour qu'elle soit meilleure, pour qu'on tire vraiment les leçons de l'élection, en tout cas que j'ai observé en 2015 et 2018, ça a assuré la transparence. Et à titre d'exemple, et c'est très concret, c'est très simple, c'est publier les résultats par bureau de vote pour toute élection. Hein. C'est ça qui va rassurer, je pense, tout le monde. Parce qu'on veut des élections inclusives, ça veut dire qu'il y a un bon fichier électoral. On veut qu'elles soient transparentes, ça veut dire que chaque électeur peut être rassuré du fait que son vote a été pris en compte. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau de vote où il a voté, d'où la publication par bureau de vote. Ça contribue énormément à la transparence du processus, donc élection inclusive par le fichier électoral, transparente par des mesures comme celles que je viens de mentionner, pour qu'elle soit crédible et apaisée. Merci, M. Djelen, d'avoir rappelé ce principe de démocratie. On vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle fonction. Et merci d'avoir suivi cette émission. Vous savez qu'elle est suivie naturellement sur Espace TV, mais aussi sur Guinée 7, Média Guinée, Reporter Guinée, Accent Guinée. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.